Bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une décision vraiment fascinante du tribunal constitutionnel portugais. Il a dû se prononcer sur une réforme, disons, très ambitieuse de la loi sur la nationalité. C'est un texte qui touche au cœur même de ce que signifie être citoyen et qui met en balance deux principes fondamentaux. Le pouvoir de l'État de définir sa communauté et les droits de l'individu qui souhaite la rejoindre. C'est tout à fait ça. Et la question qui traverse vraiment toute cette décision, c'est la suivante. Ce durcissement des règles d'accès à la citoyenneté portugaise, est-ce que c'est un exercice légitime de la souveraineté de l'État pour préserver une cohésion nationale? Ou est-ce que, au contraire, le législateur est allé trop loin en portant une atteinte disproportionnée à des droits fondamentaux? C'est ce conflit qui est au cœur de notre analyse. De mon côté, je soutiendrai que ces réformes, du moins dans leur intention, sont une mesure de bon sens. Une mesure nécessaire pour garantir que la citoyenneté portugaise corresponde à un lien réel, un lien solide avec le pays. Et pour ma part, je défendrai la position du tribunal, qui a jugé que plusieurs de ces nouvelles règles, aussi bien intentionnées soient-elles, elles violent des piliers de l'état de droit. Je pense à la proportionnalité, à la sécurité juridique et bien sûr à la protection de la confiance des individus. L'État a non seulement le droit, mais on peut dire aussi le devoir de définir qui sont ses citoyens. L'objectif de la réforme était clair et à mon sens tout à fait légitime, s'assurer que la nationalité repose sur ce que le texte appelle un lien effectif, une relation de solidarité, de loyauté. Il s'agit au fond d'éviter que la citoyenneté ne devienne un simple produit de consommation, un moyen, disons, opportuniste d'accéder aux droits de l'Union européenne sans aucun attachement véritable au Portugal. Et dans cette optique, durcir certains critères, comme celui qui est lié au casier judiciaire, c'est un choix politique du législateur pour simplement élever le niveau d'exigence et protéger la communauté. Je vois l'intention, oui, mais c'est la manière qui pose problème. Le droit à la citoyenneté, ce n'est pas une simple faveur que l'État accorde. C'est un droit fondamental reconnu par la Constitution portugaise. Et comme pour tout droit fondamental, toute limitation doit passer un test très strict, celui de la proportionnalité. En clair, la mesure doit être nécessaire, adéquate et surtout pas plus restrictive que ce qui est absolument indispensable pour atteindre l'objectif. Or, le tribunal constitutionnel a estimé, à juste titre selon moi, que plusieurs dispositions de cette réforme, elles échouaient lamentablement à ce test. C'est un peu comme si elles utilisaient un marteau pour écraser une mouche en créant des règles rigides, automatiques, là où une évaluation au cas par cas est en fait indispensable. Entrons donc dans le vif du sujet avec ce premier champ de bataille. Le critère du casier judiciaire. Le projet de loi proposait d'abaisser le seuil d'exclusion de 3 à 2 ans de prison ferme. Pour le législateur, c'est une manière de fixer une norme objective, claire. Une condamnation pénale de cette ampleur, ce n'est jamais anodin, ça signale une rupture du contrat social et il semble raisonnable que l'État considère qu'une telle rupture est incompatible avec l'octroi du plus haut lien juridique qui unit un individu à la nation. Objective et clair, peut-être, mais surtout aveugle et disproportionné. Et c'est exactement ce que le tribunal a souligné. Le problème, ce n'est pas de prendre en compte le casier judiciaire en soi, c'est de le faire de manière automatique. La Constitution portugaise, dans son article 30, interdit formellement qu'une condamnation pénale entraîne automatiquement la perte de droits civils. Or, refuser la nationalité sur cette seule base, sans aucune marge d'appréciation, c'est précisément ce qu'on appelle un effet automatique de la peine. Mais comment l'État peut-il alors fixer une norme sans tomber dans l'arbitraire de l'évaluation au cas par cas? N'est-ce pas justement la porte ouverte à d'autres problèmes, comme l'illégalité de traitement? Au contraire, c'est justement l'absence d'évaluation au cas par cas qui crée l'injustice. L'analyse du tribunal est limpide. Cette règle, elle ne fait aucune différence entre un crime intentionnel et un crime commis par négligence. Pire encore, elle ne tient absolument pas compte d'une peine avec sursis. Or, une peine avec sursis, par définition, ça signifie qu'un juge a estimé que l'individu ne représentait pas un danger pour la société et pouvait se réinsérer. Les exemples que cite la Cour sont frappants. Une condamnation à 2 ans avec sursis pour une simple violation des règles d'urbanisme ou pour une blessure involontaire dans un contexte médical. Prétendre que ces situations démontrent une absence irrémédiable de lien avec la communauté nationale, c'est tout simplement absurde.
La règle est trop rigide, trop mécanique. Je comprends l'argument sur la rigidité, mais bon, le législateur établit des normes généraux, il ne peut pas anticiper chaque situation particulière. Cette idée d'une règle trop vague, on la retrouve d'ailleurs, mais en sens inverse, dans le point suivant qui a été invalidé. Le concept de rejet de la communauté nationale. Le texte proposait de refuser la nationalité à quelqu'un qui manifesterait des, je cite, comportements qui, de manière concluante et ostensible, rejettent l'adhésion à la communauté nationale. Pour moi, ça, c'est une clause de sauvegarde essentielle. On ne peut pas accorder la citoyenneté à quelqu'un qui exprime activement son hostilité envers les fondements de l'État qu'il souhaite rejoindre. C'est une question de loyauté, tout simplement. De loyauté ou une porte ouverte à l'arbitraire en? Parce que le tribunal a justement invalidé ce concept. Parce qu'il est, et je cite encore, excessivement indéterminé. Qu'est-ce qu'un rejet ostensible? Le texte ne le dit pas. Est-ce que critiquer les symboles nationaux dans le cadre d'une œuvre d'art, c'est un rejet? Est-ce que militer pour une réforme institutionnelle majeure, comme, disons, l'abolition de la présidence, c'est un rejet des institutions? Mais il faut bien un outil pour écarter les cas les plus extrêmes, ceux qui prônent ouvertement la destruction de l'état de droit, par exemple. Un outil, oui. Un chèque en blanc à l'administration pour qu'elle puisse juger les opinions politiques des gens, non. Le risque, et il est souligné par la Cour, c'est que cette clause soit utilisée pour museler la liberté d'expression ou d'opinion. En matière de droits fondamentaux, la loi doit être d'une précision chirurgicale pour éviter tout abus. Ce n'était absolument pas le cas ici. On ne peut pas priver quelqu'un d'un droit pour des motifs politiques aussi vagues. C'est le principe même de la neutralité de l'État. Je vois le danger d'une interprétation trop large. Mais parlons d'un point qui semble plus technique, mais dont les conséquences sont énormes. Le calcul du temps de résidence. La réforme supprimait une règle qui permettait de compter le temps de résidence dès le dépôt de la demande de titre de séjour. C'était une mesure mise en place pour compenser la lenteur de l'administration. Le législateur a estimé que cette mesure, qui était exceptionnelle, n'avait plus lieu d'être. Il est dans son droit de revenir à la norme, qui est de ne compter la résidence qu'à partir de la délivrance du titre. Il n'y a pas de droit acquis au maintien d'une loi, après tout. Là encore, le tribunal a opposé un principe fondamental, la protection de la confiance légitime. Et ce n'est pas un concept technique abstrait. En clair, ça veut dire que l'État ne peut pas changer les règles du jeu en plein milieu de la partie, surtout pour des gens qui ont fondé leur projet de vie sur la loi existante. Des milliers de personnes ont calculé leur parcours, planifié leur carrière, leur vie de famille, en se basant sur cette règle. La supprimer du jour au lendemain, sans la moindre période de transition, c'est créer une insécurité juridique massive et des situations humaines parfois dramatiques. Des gens qui pensaient être à quelques mois de pouvoir demander la nationalité se retrouvent projetés des années en arrière, et ce n'est pas de leur faute, c'est à cause des retards de l'administration. Mais c'est la prérogative du législateur de changer la loi. Si on ne peut jamais changer les règles, on ne peut plus réformer. On peut changer la loi, bien sûr, mais pas de n'importe quelle manière. La confiance, c'est le ciment de la relation entre l'État et les citoyens. Et pour couronner le tout, le législateur a tenté de rendre cette nouvelle règle rétroactive via ce qu'on appelle une loi interprétative. C'est un point crucial. Pour nos auditeurs, une loi interprétative, c'est quand le Parlement prétend simplement clarifier une vieille loi, alors qu'en réalité, il en change complètement le sens pour l'appliquer à des situations passées. La Cour a vu clair dans ce jeu et l'a qualifié, à juste titre, d'artifice pour contourner l'interdiction de la rétroactivité des lois défavorables. C'est une manœuvre que le tribunal, heureusement, n'a pas laissé passer. C'est un argument fort sur l'impact humain et, disons, la méthode. Abordons un dernier point qui touche à l'intégrité même du processus, la fraude. La loi proposait que la nationalité puisse être annulée même après la période de consolidation de 10 ans si elle avait été obtenue de manière, je cite, manifestement frauduleuse. Pour moi, c'est une mesure de bon sens pour lutter contre les abus les plus graves. L'État ne devrait pas être pieds et poings liés face à une fraude flagrante, même si elle est découverte sur le tard. Et une fois de plus, le tribunal a mis le doigt sur des problèmes fondamentaux. D'abord, la même imprécision que tout à l'heure. Quelle est la différence entre une fraude simple et une fraude manifeste? La loi ne donne aucun critère objectif, ce qui encore une fois ouvre la voie à l'arbitraire. C'est un peu comme si une loi punissait différemment le fait de rouler vite et de rouler très vite, sans jamais définir les vitesses. Mais le problème le plus grave et, je dirais même le plus choquant, est ailleurs. La norme était rédigée de telle manière qu'elle pouvait conduire à sanctionner une innocente. Comment cela? Lui est de parfaite bonne foi et n'y est absolument pour rien. On le punirait pour la faute commise par un tiers.
C'est une violation d'un des principes les plus sacrés du droit, le caractère personnel des sanctions. On ne peut pas faire payer à quelqu'un les fautes d'un autre. Le tribunal a donc invalidé la norme avant même d'avoir à juger de sa proportionnalité, tant son potentiel d'injustice était flagrant. Cette discussion, elle met bien en lumière la tension constante qui existe dans le droit de la nationalité. L'objectif du législateur, qui est de renforcer les critères, de s'assurer que la citoyenneté est un lien authentique et non un simple passeport de convenance, ça reste une ambition politique non seulement légitime, mais à mon avis nécessaire. Le tribunal n'a pas condamné l'objectif, il a sanctionné la méthode. Une future réforme devrait simplement être rédigée avec, disons, plus de finesse et de précision constitutionnelle pour atteindre ces mêmes buts sans sacrifier les droits individuels. Absolument. Et cette décision est un rappel puissant que même face à des objectifs louables comme la protection de la communauté nationale, les moyens employés par l'État doivent impérativement respecter les droits fondamentaux. La proportionnalité, la clarté de la loi, la sécurité juridique et la protection de la confiance, ce ne sont pas des détails techniques pour juristes. C'est le fondement même de l'État de droit. C'est ce qui nous protège de l'arbitraire. La décision ne ferme pas la porte à une réforme, mais elle en balise très clairement, et je trouve de manière très saine, les limites à ne pas franchir. L'analyse de cette décision illustre parfaitement ce dialogue, parfois conflictuel, entre la volonté démocratique exprimée par le Parlement et les garanties juridiques fondamentales protégées par le juge constitutionnel. C'est un équilibre délicat et en perpétuelle redéfinition. En effet, et le document que nous avons examiné aujourd'hui montre que modifier une loi aussi fondamentale que celle sur la nationalité est un processus complexe, jalonné de défis juridiques et philosophiques profonds. Des défis qui, sans aucun doute, continueront d'alimenter la réflexion et le débat public.